Oui, et ben voilà, je suis Hugues Leblanc, donc je suis le responsable du département éducation physique au lycée Rochambeau. Et voilà, donc j'ai répondu aux questions de mes deux élèves. Allez-y. Donc, y avait-il une grande différence entre les équipements de nageurs olympiques et des nageurs entre guillemets basiques? Aujourd'hui, tu veux dire? Oui. Enfin, les combinaisons de nageurs basiques qu'il y avait à l'époque, ou aujourd'hui. Aujourd'hui, entre un nageur, on va dire, qui a un niveau local et un nageur de niveau olympique, ce qui change, c'est que les maillots de bain sont plus perfectionnés, le tissu est plus léger, les maillots de bain sont plus chers. Les nageurs maintenant n'ont plus le droit à porter les combinaisons dans les catégories seniors. Les masters ont toujours le droit, les plus anciens. Ils ont souvent on voit les nageurs ont encore des jammers, c'est-à-dire des genres de maillots de bain assez longs, mais ils n'ont plus le droit à avoir une combinaison complète. Donc la différence qu'il y a aujourd'hui, c'est le tissu du maillot de bain qui est plus léger, qui est plus performant. C'était la même chose avant, dans les années 80, il y avait une différence, la qualité du maillot de bain. Donc avez-vous déjà testé les combinaisons d'aujourd'hui, de professionnels? J'ai testé une fois une combinaison, quand c'était encore autorisé. Donc d'abord la première chose, c'est que c'est très difficile à enfiler, il faut être deux. On ne peut pas la mettre tout seul, parce que ça serre énormément le corps. Ça a un avantage, effectivement, en crawl. Moi personnellement, ça me faisait gagner 1 seconde chaque 100 mètres. Et en dos, en crawl, en papillon, c'est un avantage. Par contre, en brasse, ça n'apportait pas d'avantage sur la brasse. C'est pour ça que même à l'époque des combinaisons, quand elles étaient autorisées, les nageurs de brasse n'en portaient pas. Donc l'équipement technique avait-il des conséquences sur vos performances? À l'époque où moi je nageais, personnellement, Oui. non, puisqu'il n'y avait pas de combinaison. Donc on mettait un maillot de bain, le jour de compétition on avait un maillot de bain qui était, entre guillemets, le beau maillot de bain, donc qui était supposé nous donner un petit avantage. Ce qui change chez les nageurs, c'est que les nageurs se rasent avant les compétitions, c'est-à-dire enlèvent tous leurs poils. C'est pas seulement une question d'aller plus vite ou pas, c'est aussi une question de sensation, c'est-à-dire que quand un nageur est rasé, il a de meilleures sensations dans l'eau, il glisse plus. Il y a une étude qui a été faite sur l'hydrodynamique d'un nageur rasé, et il y a un petit peu moins de résistance. Maintenant, je t'ai répondu avant, avec combinaison ou sans combinaison, oui, effectivement, moi j'ai senti une différence. Et tous les nageurs avaient nagé avec combinaison parce que ça allait plus vite. Cette différence donc, dans la technologie a-t-elle un effet psychologique sur vos performances? Non, il y a un effet réel. Il y avait un effet réel des combinaisons pour 2 raisons. La première raison, c'est que comme les combinaisons serrent beaucoup le corps, elles permettent aux nageurs d'être plus rigides, c'est-à-dire d'avoir un meilleur gainage. C'est-à-dire qu'un nageur dans l'eau, par exemple quand il respire, tout son corps va basculer, il ne va pas y avoir, son corps va être moins mou si tu veux, il va être plus rigide, un peu comme une coque de bateau. Donc il est plus hydrodynamique. La deuxième chose, c'est la question de la flottaison. Si un nageur flotte mieux, il va dépenser moins d'énergie. Les combinaisons, les règles, quand il y avait les combinaisons, les règles qui étaient dictées par la Fédération internationale de natation, c'est que les combinaisons doivent avoir la même densité que l'eau, c'est-à-dire elles ne doivent ni flotter ni couler. Mais les fabricants de combinaisons ont été malins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des combinaisons homogènes, c'est-à-dire que la partie arrière de la combinaison était moins dense que l'eau, donc la partie basse de la combinaison flottait et la partie haute coulait. Ce qui fait que le nageur avait les jambes qui remontaient, les fesses qui remontaient, et se trouvait plus à plat sur l'eau. Et il restait quand même dans les normes, parce que si on prenait la combinaison qu'on la mettait dans l'eau, elle avait une densité de 1 en moyenne, mais la densité n'était pas homogène. Donc ils ont un trick comme ça pour changer la densité. Et aussi également sur les côtés de la combinaison, il y avait des renforts en polycarbone qui gainent le nageur, un peu comme une armure, quoi. Donc ça transformait les nageurs en torpilles. Maintenant, l'effet psychologique, il existe toujours un effet psychologique le jour d'une compétition, quand on a son bon matériel, ses bonnes lunettes, il y a une petite chose, mais
l'effet réel, physique, il existait. Quelles étaient les méthodes et les équipements d'entraînement? Quand? mon Avant époque et maintenant? Alors, ça dépend avant quand. Parce que si on fait une histoire de la natation, si on remonte par exemple avant la guerre, si on regarde l'époque de Johnny Weissmuller, donc, qui jouait Tarzan, ils avaient des combinaisons, une pièce, mais qui était en laine. Donc c'était extrêmement lourd, ça ramassait plein d'eau. Après la guerre, on a commencé à avoir des combinaisons, enfin des maillots de bain en matière synthétique. Donc les maillots de bain sont devenus de plus en plus petits, serrés, avec moins de poids d'eau, quoi, parce que les maillots de bain avant, quand on nageait, on emmenait beaucoup d'eau avec soi, donc ça freinait. Après, je dirais qu'il n'y a rien eu de révolutionnaire depuis... À part les combinaisons, les maillots de bain eux-mêmes, il y a des maillots de bain qu'on appelait skin fit il y a 30 ans, on n'a pas vraiment fait mieux maintenant. Donc si on enlève les combinaisons, la technologie du maillot n'a pas beaucoup évolué. Ce qui a évolué, c'est ces jammers, c'est ces maillots de bain longs qu'on n'avait pas avant. Quelles sont les différences entre avant et maintenant dans la natation? La différence, à quel niveau? Au niveau technique, entraînement Plus au niveau de l'équipement. Au niveau de l'équipement, bon, alors les lunettes de piscine sont plus perfectionnées, elles collent mieux aux yeux, elles sont plus hydrodynamiques. Il y a les bonnets en silicone qui sont apparus il y a peut-être, je dirais quand même 25-30 ans. Avant c'était des bonnets en caoutchouc, donc les bonnets en silicone sont plus souples. Le tissu des maillots, c'est toujours ou du polyester ou du nylon. Moi j'aurais tendance à dire qu'ils ont régressé dans le sens où ils résistent moins au chlore. Avant on faisait des maillots plus solides, mais bon, c'est pour des raisons je pense de vente. Ils veulent qu'on vende plus de maillots, donc ils les font moins solides, quoi. Le maillot de compétition pur, ce qu'on appelle le maillot skin fit, il n'y a pas une grande évolution depuis 30 ans. L'évolution qu'il y a, c'est ces maillots de bain longs ou ces maillots de bain qui vont jusqu'aux pieds. Voilà. Que pensez-vous de l'évolution de la technologie dans le sport face aux sportifs? En général? En général. Alors là, il y a des sports où il y a beaucoup plus d'évolution. Il y a une évolution en natation que j'ai oubliée, qui est importante, qui est assez récente, c'est les plots de départ. Maintenant, il y a un rebord penché vers l'arrière pour imiter un peu l'athlétisme. C'est-à-dire qu'on ne verra plus de nageurs qui partent au départ avec les deux pieds alignés. Il y a toujours un pied derrière, un pied devant, et ils vont pousser sur cette partie qui est un peu en biais, ce qui va leur donner un avantage au départ. Oui, ça c'est récent, hein, ça date de 2-3 ans. Sinon, dans les autres sports, il y a toujours eu des évolutions technologiques. Une à laquelle je pense, c'est soit la perche. À chaque fois qu'on a changé le matériau des perches, les records ont bondi. Avant la guerre, les perches étaient en bambou, donc ça ne pliait pas, c'était rigide. Après, on a commencé à faire les perches en aluminium. Et puis après, on a eu les perches en matière plastique. Et puis maintenant, on a des perches en fibre de carbone. Donc à chaque fois, c'est des perches qui permettent d'aller plus haut. Le cyclisme aussi, c'est un autre exemple, avec les vélos qui ont été toujours améliorés, plus légers, plus profilés. Bon, il y a eu en athlétisme, par exemple, les pistes, maintenant, sont plus élastiques, donc elles renvoient plus d'énergie, on peut courir plus vite. Donc il y a une évolution dans tous les sports, à tous les niveaux. Je ne parle même pas de la course automobile, où là, c'est évident. Les seuls sports où la technologie n'a pas beaucoup évolué, c'est, bon, si on regarde la lutte, la boxe, bon, là, il y a peu d'évolution, c'est vraiment rester sur le physique pur. Comment expliquez-vous la différence des temps entre les nageurs de votre époque et d'aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. La différence des temps, c'est les méthodes d'entraînement. Il y a deux choses qui ont changé dans l'entraînement. Depuis pas mal d'années, mais au moins une vingtaine d'années, on fait beaucoup plus de préparation physique en dehors de la piscine. C'est-à-dire des séances de musculation, d'assouplissement, beaucoup plus ciblées vers la natation. Avant, ça se faisait très peu. Donc ça, c'est le premier point. Après, les méthodes d'entraînement dans l'eau, elles sont devenues beaucoup plus... on fait beaucoup plus attention à la technique. Avant, on faisait moins attention à la technique, on considérait qu'il fallait faire beaucoup de quantité. Ce qui fait que, contrairement aux autres sports, en natation aujourd'hui, on nage moins qu'il y a 30 ans.
la longueur, les distances nagées à l'entraînement sont un peu moins importantes, surtout pour les nageurs de longue distance. Dans les années 70, on avait beaucoup de nageurs qui faisaient 20 km par jour, même 30 km pour les Russes. Maintenant, on est moins comme ça. On a des périodes où on va s'entraîner beaucoup, d'autres périodes où on s'entraîne moins. Donc la planification de l'entraînement a changé, la manière dont on répartit les entraînements, et on fait beaucoup plus d'exercices techniques. Un entraînement de nageur de haut niveau, maintenant, on peut avoir la moitié de l'entraînement, c'est que des exercices. Est-ce que vous pensez que l'équipement a aussi un effet sur les temps? En natation, les combinaisons, oui, j'ai dit avant, ça représentait 1 seconde par 100 mètres. Mais ce qu'on constate maintenant, c'est que tous les records, parce qu'en natation, en fait, tous les records qui ont été battus avec combinaison ont été annulés. Et on est revenu aux anciens records. Mais maintenant, il y a des nageurs qui commencent à battre des records qu'il y avait avec combinaison. Donc ce qui fait que l'entraînement lui-même permet, malgré tout, de dépasser ça. Les combinaisons, c'était une augmentation artificielle des temps, ça ne changeait pas la valeur des nageurs. Donc oui, il y a eu un effet des combinaisons, mais bon, avec l'entraînement, on arrive quand même à dépasser ça. Croyez-vous que les nageurs ont atteint leurs limites du point de vue physique? Je crois qu'en sport, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui montrait que dans tous les sports, en tout cas les sports chronométriques, ils avaient pris natation, aviron et athlétisme, on était à 99,9% on atteint les limites humaines de la performance. Je pense que les limites, elles vont être dépassées, mais ça va être ou le dopage ou des choses qui ne sont pas naturelles, ou les équipements. Mais prenons par exemple la course à pied. En 1968, on courait déjà en 9 secondes 9 au 100 mètres. Bon, aujourd'hui, on court en 9 secondes 8. Les pistes sont différentes. Moins le sport a d'équipement, plus on a atteint les limites. Il y a des sports où prenons l'haltérophilie par exemple. Le record des poids lourds date de 1986, il n'a jamais été battu parce qu'il y avait le dopage. Donc je pense qu'on a atteint des limites. Quelle est l'influence de l'entraîneur sur le nageur? Énorme. D'abord, il y a l'aspect... il y a une relation très spéciale, surtout en natation, entre l'entraîneur et le nageur. L'entraîneur qui connaît bien le nageur va faire un programme qui est juste pour ce nageur. Il ne conviendra pas pour un autre. On a vu l'exemple, par exemple, Yannick Agnel est venu s'entraîner à Baltimore avec Bob Baumer. C'est un autre entraînement qui lui convient. Donc il y a donc cette espèce qu'on appelle l'individualisation du travail. Deuxièmement, il y a l'aspect psychologique, c'est qu'il y a une relation forte qui se crée, surtout entre les entraîneurs hommes et les nageuses femmes, filles. Il y a une relation vraiment très très forte qui fait que une nageuse va voir son entraîneur. Bon, on a vu le cas de Laure Manodou, avec son entraîneur donc, en France. Et quand elle a changé d'entraîneur, sa carrière n'a plus marché. Donc l'effet psychologique est très très important. Y a-t-il des sports où la technologie n'a aucune influence sur le sportif? Oui, j'en parlais un peu avant, les sports où il y a peu de matériel. Si on prend des lutteurs ou des judokas, bon, ben, un kimono, c'est un kimono. Bon, ils ont une couleur maintenant, mais ça ne change pas. Un lutteur, c'est un lutteur. Les tapis de lutte peut-être sont un peu plus mous, les chaussures sont un peu différentes, mais ça a très très peu d'influence. Vraiment peu. On va voir des sports. Plus le sport est naturel, moins il a de matériel, moins il y aura d'influence en fait. J'essaie de penser à certains sports où il y a peu d'influence. Si on prend le saut en hauteur par exemple, bon, bah, les chaussures n'ont pas tellement évolué. C'est la détente et la technique de l'athlète qui va jouer, quoi. Vous avez quelque chose à ajouter? Bah, non, vos questions sont intéressantes. Il y a toujours des sports où le matériel va être plus important. Prenons l'exemple du vélo. Là, il y a eu des tas de vélos qui ont été inventés pour aller plus vite. Mais la fédération de vélo a toujours dit, bon, un vélo doit rester un vélo. Par exemple, les vélos où on est assis, vous avez déjà vu ces vélos au bord de la route où les gens sont assis, pédalent assis. Bon, bah, ils n'ont jamais été reconnus par la fédération de cyclisme parce que ces vélos, si on fait des courses sur du plat, ils vont aller plus vite que les vélos où
où on est assis parce que on est debout parce qu'en fait ils ont moins de résistance à l'air. Donc ça, par exemple, ça n'a pas été accepté. Alors c'est accepté pour le grand public, mais pas pour les champions. Donc il y a toujours un petit peu une balance à trouver entre l'équipement et la nature du sport. Voilà. Merci.